Alors restez là, restez dans la salle s'il vous plaît. Je voudrais inviter les panélistes de cette première session plénière à monter sur scène. Et je cède la parole à la modératrice Julia Iversen, responsable de la démocratie, de la gouvernance numérique et du développement urbain à la GIZ, qui va donc modérer le panel. Julia, merci de me rejoindre sur scène. Puis-je demande également aux membres du panel de nous rejoindre. Is it working? Oh, now I can hear myself. So thank you very Oui, merci beaucoup. Bienvenue à ce premier panel. Puis-je demander donc aux membres du panel de me rejoindre. C'est un honneur pour moi de modérer ce premier panel. Nous allons parler du pouls, du fait de prendre le pouls dans les démocraties de l'OCDE. So let me briefly introduce myself. I'm the head of Competence Center. It was mentioned to democracy. Je me présenter brièvement. Je suis responsable du gouvernement numérique des démocraties et du développement urbain. Nous sommes un prestataire de services pour la coopération internationale. Et la coopération internationale, nous travaillons dans le monde entier. Nous représentons le gouvernement allemand, mais aussi la Commission européenne et toute une série de domaines, le développement économique, l'énergie, l'environnement, mais aussi dans le domaine de la paix et de la bonne gouvernance. Donc, je suis très heureuse de modérer ce panel et d'avoir l'occasion de parler de ce sujet très important aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai étudié, j'ai commencé ma carrière dans une atmosphère d'optimisme en ce qui concerne l'évolution démocratique. On voyait des vagues de démocratisation. Les historiens, les scientifiques politiques parlaient déjà de la célèbre fin de l'histoire et le nombre de personnes travaillant vivant dans des pays démocratiques grandissait constamment. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement complètement différent et les remarques introductives ont signalé, nous ont bien fait comprendre que nous vivons une époque difficile pour les démocraties au niveau mondial, mais dans le monde entier, mais aussi dans les démocraties les mieux établies du monde de l'OCDE. Donc, nous sommes confrontés à des crises multiples et simultanées. Alors, dans ce contexte, la confiance dans les institutions publiques est un indicateur très important pour mesurer la manière dont les personnes perçoivent la qualité de leurs institutions démocratiques, de leurs institutions gouvernementales dans les pays démocratiques. Vous trouverez les conclusions principales de l'étude de l'OCDE sur la confiance. Je ne vais pas vous lire le titre, mais dans cette étude, pour la première fois, je voulais vous montrer ce livre. Nous avons une vision très complète des déterminants de la confiance dans les institutions. Donc nous allons voir comment les gouvernements peuvent approfondir ce modèle démocratique et quels sont les leviers qui peuvent permettre d'améliorer la confiance sur base des résultats de cette étude. Alors nous avons ici Karen Dew, qui est secrétaire d'État au ministère de développement, de gouvernement local et de développement régional de la Norvège. Nous avons avec nous Monsieur Yves Le Terme, ancien Premier ministre de Belgique et membre du groupe de Madrid. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Mario Nava, qui est le directeur général de la DG Réforme de la Commission européenne. Alors, à ma gauche, Monsieur Zana Codero, qui est gestionnaire d'institutions pour le secteur du développement et pour la Banque de développement européenne. Et nous avons finalement Monsieur Serge Allégret, qui est le directeur général de l'Institut pour les statistiques et les études économiques de Luxembourg. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à tous et toutes. À tous et toutes. Donc, pour commencer ce panel, je voulais vous
demander vos impressions en quelques minutes par rapport aux conclusions de l'étude de l'OCDE, de l'enquête de l'OCDE sur la confiance. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Quelles sont vos impressions concernant les résultats de cette étude? Vous avez la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier l'OCDE pour avoir réalisé cette enquête. Permettez-moi de faire un commentaire sur ce rapport, donc sur base de ce que nous pouvons observer en Norvège. Alors, nous avons eu de la chance, parce qu'il y a eu un rapport très détaillé sur la Norvège. Nous avons vraiment étudié en profondeur le niveau de confiance de la société norvégienne. Je vis dans une société où nous pensons que nous avons un niveau élevé de confiance dans nos institutions gouvernementales. Alors, j'étais très heureux de voir le résultat du rapport parce qu'effectivement, il reflète la réalité de notre société. Alors, la confiance dans les institutions publiques en Norvège, donc comme ce rapport nous le dit, est considérablement plus élevée que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, en Norvège, ce niveau de confiance est de 77%, alors que la moyenne dans les pays de l'OCDE est de 47%. Donc je pense que ce rapport est très positif pour nous. Et nous avons au cours des 5-6 dernières décennies, ce niveau a été constant. Et notre défi, c'est de maintenir ce niveau élevé de confiance. Il y a bien sûr dans l'enquête des recommandations de maintenir ce niveau-là. Alors, on nous dit aussi que la plupart des décisions sont transparentes. La plupart des personnes sont satisfaites de la qualité des services publics. Les citoyens pensent que les administrations publiques respectent la loi, la législation, et la plupart des personnes pensent qu'elles seront traitées de manière juste, équitable, si elles s'adressent au gouvernement. Et bien sûr, il y a aussi des cieux plus sombres, et ces cieux plus sombres doivent être pris en considération. Pour les élus, nous allons devoir y faire face au cours des prochaines années, parce que c'est très compliqué. Seul un citoyen sur 3 pense que l'innovation est suffisamment répandue dans le secteur public en Norvège. Et pour être honnête, il y a 4 ans, avant que je sois nommée comme secrétaire d'État, je pensais que j'allais faire partie de ces 2 tiers de la population qui pensent que l'innovation n'est pas tellement répandue. Parce que nous avons le sentiment que le secteur public est en retard. Mais la situation n'est pas celle-là. Alors, moins de la moitié des personnes pensent que l'administration publique travaille suffisamment pour relever les défis de l'avenir, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Notre société devient de plus en plus diverse. Il y a aussi le changement climatique. Et les gens ont peur que nous ne puissions pas assurer la survie de notre système d'aide sociale. Mais dans ce rapport, il y a des explications aussi sur ce niveau de confiance élevé que nous devons préserver, sur lequel nous devons continuer à travailler. Le rapport nous dit que la raison pour laquelle nous avons un niveau de confiance aussi élevé, c'est grâce à notre système d'État-providence solide qui nous permet d'offrir des services de haute qualité, et cela contribue à ce niveau de confiance, bien sûr.
lorsqu'il y a une bonne qualité, un État-providence qualitatif et solide, cela va de pair avec la cohésion sociale. Alors, il y a des conclusions qui sont communes à tous les pays de l'Union, de l'OCDE, et c'est un niveau de confiance plus faible parmi les personnes à revenus faibles, à faible niveau d'éducation, qui viennent des zones rurales, et aussi les personnes appartenant à des minorités. Et pour le dire de manière plus simple, ça signifie que qu'il y a des personnes fâchées qui vivent dans les zones rurales, qui ont des faibles revenus, de faibles niveaux d'éducation et qui sont là, assises derrière leur ordinateur et qui écrivent des choses négatives en majuscules. Alors je pense que c'est une caractéristique que l'on retrouve aussi bien dans la société norvégienne que dans l'ensemble des sociétés des pays de l'OCDE. Ce sont des personnes qui ne se sentent guère incluses dans la société. Je crois que tous les pays de l'OCDE doivent se pencher sur les résultats, sur les découvertes de ce rapport au cours des prochaines années. Malgré ce niveau élevé de confiance dans la société norvégienne, il y a tellement de conclusions sur lesquelles nous devons travailler. Nous, les fonctionnaires, au cours des prochaines années, parce que nous ne pouvons pas considérer ce niveau de confiance comme acquise pour toujours. Nous devons tous les jours nous efforcer de maintenir ce niveau de confiance et éventuellement de l'améliorer. Ministre Le Terme, quelle est votre perception de ce rapport? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais féliciter mes anciens collègues de l'OCDE. Je voudrais résumer mes impressions en faisant référence à ce que je considère comme 4 défis importants qui se retrouvent dans les résultats de l'enquête. 4 défis importants pour la gouvernance démocratique dont nous devons être extrêmement conscients avant d'essayer de trouver des solutions. Tout d'abord, nous avons l'ubérisation de la société et un certain degré d'inadaptation, des décisions politiques face à cette ubérisation. Donc cette ubérisation se trouve partout, dans le commerce, dans l'industrie, dans les médias sociaux. Il n'y a pas de raison unique pour laquelle la politique se retrouverait isolée de cette épidémie, comme si la politique était une île qui ne serait pas impactée par cette ubérisation. Ça veut dire que tous les niveaux intermédiaires subissent une érosion ou sont simplement laissés de côté dans une période très courte, sur un court laps de temps. Pendant ce temps, nos systèmes représentatifs, donc la crise est une crise qui affecte la représentation la démocratie représentative, donc c'est un système qui a été inventé au XIXe siècle et qui a profité des partis à affiliation de masse du XXe siècle. Et nous pensons que nous pouvons résoudre les défis ou relever les défis du XXIe siècle en utilisant ces institutions du XIXe siècle qui tirent sa légitimité de ces partis politiques de masse. En réalité, tout cela a disparu. Et je sais qu'on n'a pas encore trouvé de solution, mais la solution doit être personnalisée, individualisée, les solutions doivent être diversifiées et le Premier ministre de Luxembourg a signalé différents types de régimes de participation et la solution va par là, mais elle n'est pas encore très claire. Donc d'une part, nous avons une ubérisation, il n'y a pas de réponse claire à cette ubérisation et nous devons investir davantage pour trouver des solutions qui soient adaptées au XXIe siècle.
Alors, il y a de plus en plus une déconnexion entre le vote des gens, qui est une caractéristique fondamentale de notre système. Nous avons théoriquement voix au chapitre à travers notre vote, l'expression de notre vote. Et il y a une déconnexion de plus en plus sérieuse entre le vote et le résultat des élections. D'abord, deux exemples. La gouvernance multilatérale est nécessaire pour aborder les problèmes. Je prêche aux convaincus. Les personnes de l'OCDE savent très bien, il y a beaucoup de déclarations à ce sujet, que les défis mondiaux doivent être relevés au niveau mondial. Nous avons besoin de cette gouvernance multilatérale et au moins d'une coopération. Mais les citoyens individuellement se sentent déconnectés. Ils disent, ce n'est pas la personne que j'ai élue qui parle à la télé. Lorsqu'il a fallu aborder ou faire face à la crise financière en 2008 et à la crise de la dette en 2010, pour être très sincère avec vous, et ça c'est le privilège que j'ai parce que je suis un ancien ministre, nous n'avons pas trouvé la solution. C'est Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui ont trouvé la solution. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais été élues à la Banque centrale. Donc, cet impact a eu un impact très grave sur les gens. Il s'agissait de leur portefeuille, de leurs économies. Et ce n'étaient pas leurs hommes politiques élus, mais des technocrates, même si c'était des technocrates respectables, qui prenaient des décisions par rapport à la valeur de leur salaire, par rapport à leur niveau de vie. Et cela sapait vraiment leur sensation d'avoir voix au chapitre. Il y a un très bon livre qui a été écrit il y a 5 ou 6 ans, si ma mémoire ne me trompe pas, par Philippe Kogan. J'ai essayé de retrouver le titre. Je pense que le titre de ce bouquin est Le dernier vote. Et Kogan explique comment il y a cette double délégation. La démocratie représentative signifie que vous déléguez pendant 4 ou 5 ans votre droit d'avoir voix au chapitre par rapport à votre avenir. Mais le problème, c'est que, en réalité, nous avons installé une autre délégation qui est celle des technocrates. Et donc, qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas été choisis. Et donc les gens se sentent déconnectés. Et le troisième élément, c'est que nous devons être confrontés à la réalité d'un fossé dans nos réalisations, d'un manque de réalisation, particulièrement dans la démocratie. À cause de la concurrence féroce pour gagner des élections, il y a souvent un déséquilibre entre les promesses faites lors des campagnes électorales et la réalité par la suite. Le problème, c'est le fait que les économies sont matures et les pays membres de l'OCDE sont basés sur des économies matures. Le problème, c'est que la discussion porte beaucoup plus sur le partage du fardeau que sur le partage des profits. Pendant 40 ou 50 ans, nous avons vécu dans une dynamique qui se renforçait mutuellement de progrès mutuel, le progrès économique d'une part et d'autre part de percée démocratique. Et l'un donnait la légitimité à l'autre. Ce phénomène est maintenant passé de l'autre côté de la salle. C'est une autocratie, comme en Chine ou dans d'autres pays. Donc ce fossé au niveau des prestations est vraiment un problème très grave. Et finalement, j'ai le privilège d'avoir été un homme politique élu. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales, j'ai dirigé un gouvernement, etc. Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans le commerce, dans les entreprises, dans d'autres parties du monde et dans d'autres parties du monde, j'ai observé ce qui se passe. Par exemple, je préside la présidence d'une association qui s'occupe du sans-abrisme. Je pense que nous avons besoin de plus d'approches professionnelles, vu la complexité des problèmes qui affectent notre société. Nous avons approfondi le découplage du monde entre le monde politique et le monde réel. Lorsque je réfléchis à mes 20 ou 25 ans à des postes où on m'avait élu, il n'y avait presque pas de personnes qui venaient du monde ouvrier au Parlement. Lorsque je prends le métro à Paris et lorsque nous voyons les personnes qui viennent des banlieues dans le métro parisien pour faire les sales boulots à Paris, nous pouvons dire avec raison qu'ils ne sont guère représentés. Moi, j'ai travaillé récemment avec les CEO de grandes sociétés, de grandes entreprises très professionnelles et j'ai été frappée par le type de langage qu'ils utilisaient
pour décrire la prise de décision politique et par le manque de connaissance, l'absence de connaissance de ce que ça signifie de diriger une démocratie. Donc il y a le découplage. Ce découplage, c'est mon 4e élément. Et je vois toutes ces choses, tous ces éléments qui se traduisent dans les résultats de l'enquête. L'ubérisation, par rapport à l'ubérisation. C'est par rapport à l'ubérisation que les partis politiques ont les scores les plus faibles. Alors, en ce qui concerne la gouvernance multilatérale, on voit des soupçons par rapport à ce qui se passe au-dessus des têtes des gens, pas au niveau national, pas au niveau local, bien sûr. Et il y a beaucoup plus de confiance dans les dirigeants locaux que dans les dirigeants supranationaux. En ce qui concerne l'insuffisance des prestations, les gens sont de moins en moins sûrs que les gouvernements vont pouvoir assurer la satisfaction de leurs besoins vitaux. Voilà, il y a bien sûr ce découplage. Merci beaucoup pour cette analyse de ce fossé, de ces défis. Alors, du côté de la Commission européenne, quelles sont vos impressions par rapport à ces résultats? L'invitation à l'OCDE pour instaurer la confiance, renforcer la démocratie et les rapports qui ont été faits. I'm an economist. I'm a two-handed economist. Je suis un économiste. Et normalement, les économistes ne comprennent que 2 choses, l'offre et la demande. Je vais vous dire ce que j'ai compris en lisant le rapport, à travers mon prisme limité à l'offre et la demande. Alors, le rapport nous dit très clairement que du côté de la demande, donc, les exigences que nous avons par rapport à nos gouvernements, nos demandes à nos gouvernements, et je suis d'accord avec l'ancien Premier ministre, le terme, lorsqu'il dit que le mot de la gouvernance devient pluriel, mais les exigences que nous imposons au gouvernement, les demandes que nous adressons à nos gouvernements deviennent de plus en plus complexes. Les citoyens demandent ce que les citoyens demandent aujourd'hui au gouvernement ne correspond pas à ce qu'ils demandaient il y a 1 an. Les migrations, la gestion des crises de réfugiés, ce n'est pas non plus ce qu'ils demandaient il y a 3 ans, lorsque le Premier ministre Bettel a dit que le point d'équilibre entre la restriction des libertés et donc a parlé de la nécessité de restreindre les libertés, mais en même temps de laisser l'économie fonctionner. Alors nous avons la crise de la dette en Europe et le Covid. Au cours des dernières 15 à 20 années, il y a eu tellement de crises qu'inévitablement l'aspect de la demande a pris de plus en plus d'importance. Alors, contre toute attente, et ça c'est la bonne nouvelle, aussi le côté de l'offre des gouvernements a augmenté, s'est amélioré. Alors pourquoi est-ce que je parle, pourquoi est-ce que je dis contre toute attente? Parce que, même intellectuellement, au cours des 20 ou 30 dernières années, nous sommes passés par une période où nous pensions que nous avons besoin de moins d'État, plus d'externalisation. Mais contre toute attente, les administrations publiques ont pu, malgré un certain nombre de difficultés, ont pu surmonter ces difficultés et ont pu remplir leur rôle. Dans l'économie, nous savons que lorsque la demande augmente et lorsque l'offre augmente en même temps, le point d'équilibre final, donc il y a le prix sur un marché ou la confiance, lorsqu'on parle des gouvernements, le résultat est incertain. Et c'est ici que le rapport intervient, parce que le rapport nous dit, bon, la confiance souffre. La question traditionnelle que je dois me poser, c'est quel a été le mécanisme qui a permis que la confiance reste à un bon niveau, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais la confiance est toujours là. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gülnar a dit au début, c'est l'innovation, mais pas seulement l'innovation au sens ordinaire du mot, mais c'est le fait que les gouvernements ont été obligés d'innover constamment au cours des dernières 10 ou 15 années. L'innovation est devenue une partie
partie du facteur de résilience du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas continuer à répondre aux attentes, à remplir ses obligations, à moins d'innover, à moins d'être capable de trouver des solutions à des problèmes qui n'existaient pas il y a un an. Il a fallu trouver rapidement une solution pour le Covid, ou des solutions pour la Covid. Nous avons dû trouver des solutions pour voir comment nous pouvions défendre ou protéger les démocraties européennes avec tous les problèmes dont nous avons parlé ce matin. Donc, nous pensons que le point essentiel, c'est le point de l'innovation. L'innovation est un facteur de stabilisation, est un facteur de résilience. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que l'innovation est nouvelle? Excusez-moi pour le jeu de mots. Mais ce qui est de plus en plus vrai, c'est que l'innovation a été institutionnalisée. Alors, vous trouvez plusieurs allusions à ce fait dans le rapport. Par exemple, il y a eu une meilleure connexion avec le monde scientifique, une meilleure manière de faire de la législation, organiser des grandes consultations des acteurs, des parties prenantes, basées sur les faits, mais l'innovation en soi n'est pas nouvelle. Il y a eu des cas d'innovation, et même si vous regardez les 5 déterminants, nous avons eu des cas de domaines où, lorsque nous étions confrontés à un nouveau problème, nous essayions d'appliquer un, deux ou trois de ces déterminants et ça a fonctionné. Alors, je me trouve ici à côté de l'ancien Premier ministre de Belgique et je ne peux pas résister à la tentation de mentionner quelque chose qui est bien connu dans plusieurs écoles de finances. Il s'agit des obligations de terme. Alors, c'était un très bon exemple de l'ouverture. Le Premier ministre a dit clairement quelle était la situation, quel était le problème qu'il voulait aborder. Il a conclu un marché très clair avec les citoyens. Les obligations de terme était un système qui pouvait être compris par des enfants de 8 ans. Ce n'était pas de la finance très compliquée, c'était un marché conclu. Il s'agissait de conclure un marché très clair. Et c'est ce que ce rapport nous enseigne à tous et toutes. Comment pouvons-nous assurer que nous perpétuions notre innovation, nos innovations dans la prise de décision publique et politique? Merci beaucoup. Monsieur Nava. Alors, Susanna, nous allons quitter l'Europe maintenant. Nous allons nous rendre de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, Susanna. Alors, d'après votre connaissance du continent, qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs du forum pour ce privilège. C'est un privilège d'être ici, dans ce panel, et de participer à cette discussion. Je voulais féliciter aussi l'OCDE pour cette publication incroyable qui tombe à point nommé. Comme Julia vient de le dire, je crois que j'amène au panel le point de vue des pays en voie de développement. Outre la banque en plus de la banque, du point de vue de la Banque multilatérale de développement, je trouve les commentaires très intéressants. Ils sont en accord avec ce qui m'a davantage frappé dans les conclusions de ce rapport. Bon, d'une part, je voudrais faire un petit pas en arrière. Après avoir servi dans le gouvernement du Brésil et maintenant je travaille avec des homologues au sein de la Banque de développement interaméricaine et avant j'étais à la Banque mondiale. Quel est l'objectif de notre travail? L'objectif de notre travail, c'est d'améliorer la qualité de la prestation de services. Nous utilisons pour ce faire différents mécanismes. Mais assurer la qualité des services, assurer que nous réussissons à toucher, à atteindre de manière efficace les citoyens, donc efficacement et en temps utile, c'est vraiment le sacré Graal du développement. J'ai été frappée par cette déconnexion apparente entre deux séries de conclusions de l'étude. D'une part, on voit que les citoyens sont satisfaits des services de base. Ils sont contents de l'éducation, de la santé, des services administratifs. Donc vous voyez que la base y est. Et il y a une satisfaction générale. Mais d'autre part, c'était intéressant de voir que les citoyens
ont le sentiment qu'ils ne sont plus aussi connectés que par le passé à leur gouvernement. Leurs plaintes ne sont pas écoutées, ils n'ont pas suffisamment d'opportunités de participer aux décisions politiques. Et donc, si on rassemble ces deux éléments, il semble qu'il y ait là un paradoxe. Bon, si on pense à cela du point de vue d'un pays en voie de développement, si les services fonctionnent et si vous en êtes satisfait, pourquoi est-ce qu'en même temps, il y a ce sentiment d'aliénation, ce sentiment que vous n'êtes pas connecté? Je crois que beaucoup de discussions jusqu'ici dans ce panel nous signalent qu'un mécanisme est probablement absent et j'aimerais bien entendre différentes explications, si ces explications existent. Voilà, pour poursuivre la discussion. Merci beaucoup, Madame Suzala. Monsieur Allegrezza, vous êtes aussi le responsable de votre pays. Donc, merci de me donner l'occasion de parler en tant que statisticien. Alors, bien souvent, on est négligé, on nous utilise surtout comme infrastructure. On considère comme acquis que les chiffres donnés sont les bons chiffres. Donc, je voudrais souligner l'importance des statistiques officielles, des institutions statistiques qui produisent des chiffres qui nourrissent le débat politique dans nos démocraties. Imaginez, si on n'avait pas de consensus sur des chiffres de base, de quoi discuterions-nous? Je voudrais rendre hommage à la division statistique de l'OCDE, qui rassemble des statistiques sur la confiance dans les institutions publiques. En 2017, l'OECD a publié Guidelines pour How to Measure Trust, donc ligne directrice pour mesurer 2 fois. Lignes directrices qui sont maintenant utilisées dans le questionnaire sur la confiance, y compris celui auquel vous avez fait allusion. Je voudrais d'ailleurs remercier Martine Durand, qui était responsable des statistiques à l'époque et qui a dû vraiment batailler pour nous convaincre qu'il s'agissait de statistiques importantes, de données importantes à collecter, à recueillir. Et en fait, elle nous a bien rappelé qu'il s'agit d'un capital social qui est fondamental pour nos sociétés. Alors, mon message concerne l'indépendance des statistiques. Ceci a été bien illustré par une nouvelle récente. Le président turc a licencié le statisticien national et parce qu'il avait exagéré sur la situation économique. Donc, en fait, on est dans une espèce d'effet Trump. Et donc, des centaines de mes collègues devraient se taire et publier des taux d'inflation très différents de ceux des taux qu'ils ont découverts et calculés en tant que statisticiens. C'est ce qu'a dit le chef de l'Institut de statistique et ont été licenciés par le président turc. Et je dois dire que j'exprime toute ma solidarité et ma sympathie vis-à-vis des collègues turcs et de tous nos collègues qui travaillent dans des situations très difficiles, y compris les collègues ukrainiens, bien évidemment. Donc, les statistiques officielles, c'est un bien public qui doit être librement accessible, gratuitement pour chaque citoyen. Malheureusement, notre étude récente sur les pays européens montre que la confiance dans les statistiques est très inégale en fonction des catégories sociales et économiques, du niveau d'éducation et selon les pays, par exemple entre les pays occidentaux et les pays de l'Est, entre les nouveaux pays membres de l'Union européenne et les anciens pays membres de l'Union européenne. Et la moitié des citoyens européens font confiance dans les statistiques officielles. Et donc ceci est en rapport avec l'étude présentée aujourd'hui. Et parfois, la confiance n'est que de 3%. Là, vraiment, on est à l'extrême. Donc, il faut éduquer les gens, les étudiants, et il faut former aux compétences de recueil de données, de production de chiffres,
Tout cela fait partie de ce qu'on appelle un citoyen éclairé. Il faut combattre bien sûr les fake news, la désinformation et avoir des systèmes de contrôle rapides, officiels des statistiques. Nos sociétés modernes sont régies par des chiffres qui concernent nos vies de tous les jours. Mais les chiffres sont fiables seulement s'ils sont précis, si on les propose au moment opportun et s'ils ont fait l'objet d'un accord et d'une supervision en fonction de normes très robustes. Alors, faire les chiffres, c'est la prochaine étude qui sera menée suite à la confiance dans les gouvernements. Et parlons de la notion de confiance. La confiance n'est pas une confiance crédule vis-à-vis des institutions. Je voudrais citer un livre récent de People Knowledge qui dit, et le livre s'intitule In Praise of Skepticism, et il est dit, faites confiance mais vérifiez. Merci beaucoup. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais maintenant que l'on discute un petit peu plus en profondeur des différents thèmes que vous avez soulevés. Vous avez un peu situé le contexte. Donc, et nous aurons bien sûr la possibilité de discuter de cela dans le détail tout au cours de la journée. Donc maintenant que tout est sur la table, qu'est-ce que l'on fait avec les résultats de cette étude et comment utiliser cela pour orienter les politiques? Alors, Susanna, selon vous, comment voyez-vous les résultats de cette étude? Comment est-ce que ces résultats pourraient être utilisés pour lancer une nouvelle vague de réformes publiques dans les pays où vous travaillez? Alors, je suis vraiment désolée de devoir vous limiter à 2 minutes pour laisser la possibilité, bien sûr, de donner la parole à la salle. OK, j'essaierai d'être très brève. Pour répondre à votre question, je dirais que cette étude est un outil factuel très utile pour les décideurs politiques. Mais je voudrais surtout relever le défi lié à la mise en œuvre de cette étude. Et peut-être que c'est parfois sous-estimé dans les discussions que nous avons. Quand on met en œuvre des réformes, quand on peut faire participer tous les fonctionnaires de tous les niveaux à la mise en œuvre de ces réformes, c'est essentiel. Et dans les économies émergentes, c'est très utile de faire participer ces parties prenantes, toutes ces parties prenantes, et ce, dès le début. Pas pour une raison évidente qui est de s'approprier ces réformes, d'appliquer la reddition des comptes pour que tout le monde se soit responsable, mais aussi, surtout, pour donner la possibilité de renforcer les capacités à mettre en œuvre les réformes. Bien souvent, faire participer tous les niveaux de parties prenantes va vraiment contribuer au succès des réformes. Et pour cela, il faut faire de la formation parce qu'il faut des compétences, acquérir des compétences pour cela. Il faut faire du renforcement de capacités au niveau fédéral, au niveau sous-national. Alors bien sûr, c'est onéreux, c'est un processus cher, mais il faut pouvoir faire cela au début du processus de réforme. Mais ça donne vraiment une dynamique. Quand on peut lancer des études sur le renforcement des capacités, on se rend compte à quel point c'est utile pour faire participer à tous les niveaux. Et vous inversez en fait la logique de développement. Plutôt que d'aller dans le pays, dans le contexte d'un pays, et de là-bas identifier les problèmes pour lesquels vous avez un outil pour résoudre les problèmes.
Vous savez, comme un clou avec un marteau, en fait, vous inversez cette logique. Et plutôt que de promouvoir ces bonnes pratiques et de le faire par ce processus d'engagement, par ces études, c'est important de trouver des solutions sur place et d'encourager les économies émergentes à accélérer le rythme du développement. Donc des exemples comme celui-là sont tout à fait pertinents pour s'adapter au contexte de chaque pays. Merci, Susanna. Monsieur Nava, en ce qui concerne votre travail dans l'administration publique, pourriez-vous nous donner un exemple où les résultats de cette étude peuvent être utiles pour votre processus de réforme? 1 minute, un exemple. Il y a de cela une semaine à Bruxelles, le ministre de la Grèce, le directeur général de GLC, moi-même, avons lancé une étude sur le renforcement des capacités pour la prise de position, pour l'élaboration de politiques basées sur des éléments factuels et couvrant plusieurs pays. Et en fait, ça comprend les 5 déterminants: la fiabilité, l'ouverture, l'intégrité, parce que ce qu'a dit Sergio est tout à fait vrai, et la capacité aussi pour les décideurs politiques d'intervenir. Donc, dans notre processus d'élaboration de politique habituelle, mais aussi dans la manière dont la Commission traite les marchés financiers, la prochaine génération parlera un langage vrai au marché financier. On émet des obligations pour un projet. Et ça, sans confiance, ce ne serait pas possible. Vous avez dit aussi que certains pays de l'OCDE sont pionniers en matière d'instauration de confiance. Donc, pourriez-vous donner un exemple dont on pourrait s'inspirer ou comment arriver à instaurer la confiance sur la base des résultats? Je vais en mentionner 3, si vous me le permettez. Bien sûr, nous sommes invités à mettre en œuvre les recommandations du rapport de l'OCDE et alors, je voudrais mentionner une chose. Alors, il y a moins de confiance pour les personnes qui vivent dans les zones rurales, avec un niveau d'éducation plus faible, à moins de revenus plus faibles. Et donc, il faut pouvoir adapter nos modes de communication avec ces populations-là. Première chose. Deuxième chose, et ça, je pense que ça va faire plaisir aux représentants luxembourgeois des statistiques, c'est que on a utilisé cette étude dans nos statistiques en Norvège pour tester la confiance de la société norvégienne. Et donc, on utilise là également pour l'élaboration de politiques. Et la troisième chose que je voudrais mentionner, qui est peut-être la chose la plus difficile, on a lancé une réforme de la confiance pour tout le secteur public, qui couvre l'ensemble du secteur des services publics. Donc on essaye de donner plus de pouvoir aux gens qui travaillent dans les systèmes scolaires, dans les soins de santé, ceux qui font de la gestion de déchets. Parce que les enseignants, en fait, ont besoin qu'on leur fasse confiance, que leurs responsables, les politiques leur fassent confiance pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Mais ils ont aussi besoin, eux, de faire confiance
à leurs représentants politiques. Mais bon, la société se complexifie tellement qu'il y a de plus en plus de contrôle. Donc les enseignants, les personnels soignants passent plus de temps à rédiger des rapports, à remplir des formulaires que tout ce temps qu'ils pourraient passer auprès des patients ou auprès de leurs élèves. Donc on essaye de diminuer toute la bureaucratie, tout le travail administratif pour pouvoir dégager du temps aux tâches qui sont les leurs. Et donc de donner plus d'opportunités de vraiment mettre en œuvre leurs compétences professionnelles. Et donc, si on arrive avec la réforme sur la confiance, donc diminuer le travail administratif, donner plus de confiance et de pouvoir aux personnes qui sont en première ligne dans la société, donc dans les soins de santé, dans les écoles, eh bien, ce serait une bonne chose. Et effectivement, personnes qui vivent dans des zones rurales avec d'autres niveaux d'éducation, moins de revenus, agir de ce côté-là aussi, ça permettrait de renforcer effectivement la démocratie. Merci beaucoup de ces exemples. Monsieur Allegressa, vous avez déjà souligné l'importance des statistiques, mais la question de la réactivité aussi est à prendre en compte. Et donc, comment est-ce que vous publiez vos statistiques, pas uniquement en répondant aux questions, mais comment est-ce que vous analysez les résultats? Tous les statisticiens savent que les taux de réactivité diminuent. Ça reflète sans doute la tendance de plus en plus marquée à l'individualisme dans la société. C'est difficile d'expliquer aux gens que les statistiques, c'est un bien public et donc c'est ensemble qu'il faut contribuer à ces statistiques pour avoir des données représentatives. Donc il est important de participer à ces études. Il est important de montrer que c'est un effort collectif auquel tout le monde doit contribuer. Sinon, pourquoi payer des impôts? Vous payez des impôts afin que la collectivité puisse mieux se comprendre et prendre des décisions plus éclairées. Donc la question que vous posez est de savoir comment intéresser les parties prenantes, les encourager à participer. Alors on recourt à des consultants, à des organismes de conseil, mais nous savons d'expérience que c'est très compliqué. Parce que statistique, c'est souvent perçu comme quelque chose de complexe, difficile à comprendre. Et donc, c'est difficile d'encourager les gens, enfin d'arriver à les convaincre à participer activement. Une manière de procéder, d'aller dans les écoles, dans les universités, d'expliquer pourquoi les statistiques sont importantes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on sous-estime l'importance des statistiques. C'est vraiment encore sous-évalué, sous-estimé dans beaucoup de disciplines. Alors ce livre super de Carlas, Fast and Slow, eh bien même on voit que dans la faculté de médecine, c'est même là aussi difficile de convaincre de l'importance des statistiques. Donc il faut donner des exemples simples qui permettent de bien comprendre aux gens pourquoi les statistiques sont importantes dans leur vie. C'est comme ça qu'on arrivera à revaloriser les statistiques. Et finalement, mais demandez-moi, monsieur Le Terme, vous disiez que vous prêchiez dans le désert en parlant de multilatéralisme. Mais vu les défis mondiaux qui pèsent sur la démocratie, comment est-ce que vous pensez que des discussions telles que celles que vous avez au Club de Madrid peuvent contribuer à cela? Oui, effectivement, je représente le Club de Madrid, qui est un club d'anciens chefs d'État et de gouvernement, la plupart étant retraités. L'année dernière, avec 12 à 15 dirigeants, anciens dirigeants, on a échangé différentes idées, notamment sur les entreprises américaines. Et
suite à des sondages d'opinion, à des statistiques, dont les résultats sont assez proches de ceux de l'enquête de l'OCDE. On a échangé sur les types de recommandations qu'on pourrait proposer pour améliorer les démocraties, des démocraties qui sont mises à mal par les défis actuels. En français, on dit gouverner, c'est prévoir. Et pour les dirigeants, les systèmes publics, y compris des organismes multilatéraux comme le CDE, l'idée, c'est pas tellement gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est de gérer l'imprévisible, parce qu'on va de crise en crise qu'on n'avait pas prévu. Et donc, il y a 5 points essentiels pour améliorer la performance de la gouvernance démocratique vu les défis émergents. Et ils sont assez bien alignés sur les résultats de l'étude de l'OCDE. Tout d'abord, plan d'urgence pour que le fonctionnement de la démocratie persiste. On l'a vu avec la crise de la Covid-19. La première réaction est d'ignorer les règles fondamentales de la démocratie, parce que le Parlement ne pouvait pas tenir ses sessions la première semaine parce que le judiciaire avait des problèmes à organiser les choses dans les bâtiments, etc. Donc, on a laissé de côté. Les gouvernements ont limité leur activité, les ont concentrés uniquement autour de la Covid-19. Donc, tout d'abord, il faut se préparer à la prochaine crise et adapter le fonctionnement. Donc, un plan d'urgence, en fait, pour assurer le fonctionnement fondamental des institutions démocratiques. Par exemple, tout simplement, comment continuer à se rencontrer, parce qu'après une certaine période de temps, on a eu des réunions en ligne, la visioconférence, etc. Donc, le fonctionnement normal des institutions a pu reprendre son cours, mais être préparé, avoir un plan d'urgence pour faire face à une crise et comment s'assurer que les règles démocratiques sont respectées et que les institutions publiques continuent à fonctionner. Ça, c'est les enseignements que l'on tire avec la COVID-19. Deuxièmement, ouvrir un espace à la participation civique. Parce que les crises sont des moments décisifs pour les citoyens. C'est des moments aussi où les gens veulent contribuer, sont plus prêts à agir. Ceux qui d'habitude ne font rien, se taisent, montrent souvent une attitude positive. Donc il faut donner un espace pour que les personnes puissent interagir, donner leur avis, participer. Troisièmement, et là, je rejoins l'expérience de notre collègue de statistique, c'est de prévenir et de lutter contre la désinformation. Je crois qu'on ne sait pas à quel point les chiffres sont biaisés, les études sont biaisées et on ne se rend pas compte à quel point justement les statistiques, les études peuvent permettre de dire la vérité vraie, notamment dans des cas d'urgence, et ça contribue également à renforcer la position des journalistes, etc. Autre principe qui s'applique plutôt aux dirigeants, c'est qu'il est important de communiquer en faisant preuve d'empathie. Et oublier un petit peu cette approche verticale du gouvernement qui communique à la population et qui dit quels sont les résultats de la prise de décision. Donc plutôt commencer une communication. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais communiquer en partant de la position du citoyen ordinaire, d'une famille qui est confrontée à une urgence. Et puis finalement, comme on l'a observé dans certains membres de l'Union européenne, également dans les autocraties, c'est qu'en cas d'urgence, il faut déployer encore plus d'efforts à la coopération internationale. Pour des raisons évidentes. Lorsqu'on est dans une crise financière, ça va de soi. Donc, s'aider les uns les autres pour trouver suffisamment d'argent pour pouvoir servir la dette. La COVID-19, là, la coopération concerne le fait de partager des connaissances, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est le 5e et dernier principe. Et on a vu qu'il y avait des actions qui allaient à l'encontre de cela. Voilà, les 5 recommandations qui émanent de ce rapport que vous trouvez bien sûr sur le site web du Club de Madrid.
Et en tout cas, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que ces 5 principes sont tout à fait alignés sur l'étude Instaurer la confiance de l'OCDE. Merci beaucoup. Voilà, déjà beaucoup de propositions qui sont faites, qui nous donnent du pain sur la planche. Alors, je suis vraiment désolée, mais pour les questions de temps, on ne peut pas donner la parole à la salle pour l'instant. Mais ce panel a bien démontré que ce thème est extrêmement important et prioritaire. Et nous aurons d'autres occasions de revenir là-dessus au cours de la journée. En fait, vous avez bien démontré qu'il faut vraiment un dialogue entre les leaders politiques, la société civile, les entreprises et les experts afin de réinstaurer la confiance. Alors, ici, dans la salle et également avec la participation virtuelle, c'est vraiment une question de confiance. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion encore de discuter tout cela avec d'autres panels, lors des pauses café aussi, de moments plus informels. Alors, un tout grand merci pour ce premier panel. Merci d'avoir introduit cette première plénière et merci donc d'avoir échangé autour du thème. C'était prendre le pouls dans les démocraties de l'OCDE, confiance dans les institutions publiques.